Colin Ireland, le tueur de gays. Colin Ireland est né le 16 mars 1954 à l'hôpital West Isle d'Hartford dans le Kent, de père inconnu, dont on sait juste qu'il s'agissait d'un assistant d'agent de presse. Sa mère a en effet refusé de nommer le géniteur alors qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans et a accouché quelques mois plus tard. Même si elle ne voulait pas de son fils, elle a assumé la situation et pour vivre, a travaillé comme assistante dans un kiosque à journaux. Son salaire était maigre et il lui fut de plus en plus difficile de subvenir à leurs besoins. Les grands-parents maternels ont compris la situation et ont accepté alors d'aider leur fille qui est allée finalement vivre chez eux dans la maison familiale de Myrtle Road à Dartford. Elle et Colin vont y vivre 5 ans jusqu'en 1959 où elle décide de déménager à Birch Road, Gravesend. Les 6 années suivantes vont être elles aussi difficiles, car la mère et le fils vont déménager 9 fois. La mère de Colin, peu qualifiée, n'avait accès qu'à des emplois partiels et peu rémunérés. Finalement, ils sont retournés vivre une nouvelle fois chez les grands-parents, seule solution pour offrir à son fils un semblant de vie stable. En 1960, il déménage une nouvelle fois. Cette fois, ce sera pour Sidcup, dans le Kent, puis West Morning, dans un camp pour sans-abri à Maidstone. Après seulement 3 mois passés là, la mère de Colin décide finalement de revenir une nouvelle fois chez ses parents. En 1961, elle trouve un compagnon avec qui elle emménage à Farnell Road, dans le Dartford, où tous les 3 vont vivre durant 3 ans. La situation se stabilise et la mère de Colin se marie avec Saker, un électricien qui devient officiellement le beau-père de Colin. Mais celui-ci n'a pas d'emploi stable et la famille est très instable financièrement. En 1964, Colin a 10 ans quand ses parents sont expulsés de leur maison de Farnell Road pour non-paiement de loyer. Colin retourne alors vivre avec sa mère chez les grands-parents et comme aucun homme n'était autorisé chez eux, le beau-père est parti vivre de son côté. Plus tard cette année-là, sa mère découvre qu'elle est enceinte de son second enfant et malgré une situation financière des plus désastreuses, elle décide à nouveau de garder le bébé. Elle place alors Colin dans une famille d'accueil de Wincott dans le Kent et peu après la naissance récupère son fils et repart vivre avec Saker l'électricien qui va quand même les quitter peu de temps après, les laissant une nouvelle fois sans le sou. En 1966, Colin Ireland a 12 ans et sa mère rencontre un nouvel homme avec qui elle se lie et qu'elle finit par épouser. Cette fois, Colin refuse de prendre son nom. Bah oui, il est échaudé et il décide de s'appeler comme sa mère, Ireland. La nouvelle famille déménage à Clyde Street, toujours dans le Kent, où ils vont rester durant 5 ans. Le mariage semble pour la première fois offrir une stabilité à Colin, son beau-père se montrant aimant et offrant une vie normale à sa femme. L'enfant va fréquenter durant son enfance près de 6 écoles primaires entre 5 et 10 ans. Toujours étiqueté comme étant le petit nouveau et avec sa silhouette étrange, mince et dégingandée, ses jambes arquées, il a du mal à s'intégrer et à se faire des amis. À l'adolescence, il fait de plus en plus l'école buissonnière, souvent avec la permission de sa mère, et quand il va à l'école quand même, il se fait systématiquement rabrouer car il arrive presque toujours en retard. C'est donc difficilement qu'il parvient à se frayer un chemin jusqu'au lycée, et ce n'est pas un bon sportif, il n'est pas très athlétique et n'est donc jamais choisi pour jouer dans les équipes de football ou de cricket de l'école. Colin Ireland est devenu un garçon triste, solitaire et renfermé, et ses quelques amis sont comme lui, c'est-à-dire immatures. Pendant son séjour à Sheerness, il est approché à 4 reprises par des hommes plus âgés qui cherchent à avoir des relations sexuelles avec lui. La première de ces rencontres a lieu quand Colin Ireland travaille dans un champ de foire pendant ses vacances d'été. L'un des commerçants propose de lui offrir un collier pour sa mère en échange d'un acte sexuel. La deuxième fois a lieu quand Colin a 12 ans et se trouve dans les toilettes publiques. Un homme dans la vingtaine s'impose et reste le regarder. La troisième fois se passe dans une salle de cinéma où l'opticien du village lui propose des faveurs sexuelles. La quatrième et dernière fois, c'est un homme travaillant dans un magasin d'occasion qui cherche un peu à lui forcer la main pour avoir une relation avec lui. Colin refuse, comme à chaque fois les avances de cet homme, et ce sont ces 4 faits qui vont le bouleverser à tout jamais et le remplir d'une colère sourde qui ne se départira jamais et va se transformer en meurtre.
C'est à l'âge de 16 ans, en 1970, que Colin va commettre son premier crime. Dévasté par ce qu'il a subi, ou croit avoir subi, par sa vie familiale, sa scolarité défaillante, il s'enfuit pour Londres. Il a besoin en effet très rapidement d'argent et se met à voler. Son premier butin, 4 malheureux livres. La police lui tombe dessus, mais le tribunal est clément et le comté décide plutôt que de le punir de l'envoyer à la Finchderne Manor School dans le Kent. C'est une école dite de libre expression qui n'accepte que les garçons ayant des problèmes psychologiques et étant en retard sur le plan scolaire. Mais comme pour les autres classes, Colin Hyland est malmené par ses camarades et dans un geste de frustration et de vengeance, il met le feu aux affaires d'un des garçons qui l'embête. C'est son premier acte d'incendie criminel, mais il admettra plus tard avoir un intérêt pour le feu, depuis tout petit, et avoir fait de nombreux cauchemars dans lesquels il y avait un incendie. Un des professeurs parvient à éteindre le feu et Colin est renvoyé de l'école. Finchderne Manor ne portera cependant pas plainte contre lui. Le voici donc une nouvelle fois parti pour Londres. Sans abri et sans argent, Colin a recours pour survivre au vol. À 17 ans, il est arrêté et condamné à passer quelques mois dans une école de redressement à Hollesley Bay, qui dispense non seulement des thérapies mais aussi offre une formation professionnelle. Cependant, il a du mal à rester en place et se fait à nouveau arrêter. Cette fois, le tribunal l'envoie purger sa peine dans une vraie prison, à Rochester, puis à Grandon. Libéré à 18 ans, Colin Hyland rencontre sa première petite amie alors qu'il se trouve dans un état mental qu'il qualifiera lui-même plus tard de confus et de malheureux. Durant 2 ans, il rejoint la marine et devient cadet. Ce sera le seul moment réellement positif de sa jeunesse. Il a 21 ans en décembre 1975 quand il est reconnu coupable de 2 chefs d'inculpation pour cambriolage, vol de voiture et dommages matériels. Il est condamné à 18 mois de prison. Il va en purger 12 à Londres avant d'être transféré à la prison de Leeds. À sa libération en novembre 1976, Colin part vivre à Swindon, où il rencontre sa seconde petite amie, avec qui il va avoir sa première relation sexuelle. C'est une Antillaise de 5 ans son aînée, mère de 4 enfants. Ils vivent ensemble quelques mois avant de se séparer. En 1977, Colin est à nouveau condamné à 18 mois de prison pour avoir proféré des menaces, et il va ensuite écoper de 2 ans supplémentaires en 1980 pour vol, puis à 2 mois en 1981 pour arnaque et 6 mois supplémentaires en 1985. Entre ces périodes de prison, Colin, peu qualifié, prend tout ce qu'il peut comme travail temporaire et sera tour à tour pompier volontaire, chef de restaurant, bénévole dans un refuge pour sans-abri, videur dans des bars et dans une discothèque gay. C'est en 1981, alors qu'il est chef dans un restaurant de 3e zone, qu'il rencontre Virginia Zamit lors d'une conférence sur le survivalisme. Elle a 36 ans, lui 27, a une fille de 5 ans et elle est confinée dans un fauteuil roulant après un accident de voiture qui l'a paralysée à l'âge de 24 ans. Le couple se marie en 1982 et Colin Hyland est enfin heureux. La famille s'installe dans un logement à Holloway. Les voisins de Colin le surnomment The Gentle Giant, le géant gentleman. Mais malheureusement, le bonheur et la stabilité sont brefs, et Colin retourne rapidement en prison. Quand il en sort, il se montre de plus en plus agressif et le couple finit par divorcer en 1987 après que Colin ait eu une liaison avec une autre femme. En 1989, il rencontre Janet Young, la propriétaire du pub Glock à Buckfast, dans le Devon. Elle a 2 enfants, âgés de 11 et 13 ans, et vit au-dessus de son pub. Dans la semaine qui suit leur rencontre, Colin s'installe avec eux et se marie avec Janet 4 mois plus tard. Il présente sa femme à sa mère, qui vit à Margate, et pour ce faire prend la voiture de Janet, en profite pour vider leur compte bancaire commun et prend la fuite, laissant tout le monde devant les faits accomplis. En 1991, son second mariage ayant échoué par sa faute, il déménage à Southend-on-Sea dans l'Essex, à 60 km de Londres, sur le côté nord de l'estuaire de la Tamise. Il travaille dans un refuge pour sans-abri tout en étant lui-même par moments sans-abri. En 1992, plusieurs personnes du refuge commencent à se plaindre de lui et acculé, Colin finit par démissionner. Il devient de plus en plus aigri et commence à en avoir marre de sa vie d'errance et de ses problèmes à trouver un travail fixe. Il a 39 ans en 1993 et la rage fait partie de sa vie. Il a commis jusqu'ici des délits plutôt mineurs, mais décide le 1er janvier de changer cela. Il sera dorénavant tueur en série. Il est en effet fasciné par eux et passe de nombreuses heures à étudier leurs faits méticuleusement. Il connaît les techniques du profilage, visant à localiser un tueur au travers de son profil géographique, à rayon de 7 km. C'est pour cette raison que Colin va choisir comme terrain de chasse Londres, trompant délibérément la police en s'éloignant de son domicile de Southend-on-Sea, situé à 60 km de là.
Son premier forfait va se dérouler au pub Colohan, à Brighton Road, qui se situe à l'ouest de Londres. C'est un endroit qui est réputé pour sa facilité à se trouver un partenaire d'un soir. Les clients portent un mouchoir avec un code de couleur qui tend à signaler aux célibataires leur préférence sexuelle, ce qui évite bien entendu les malentendus. Colin commence à fréquenter le pub le 8 mars 1993. Il s'y fait passer pour un top, c'est-à-dire un maître en SM, un partenaire dominant en somme. Sa première victime sera un chorégraphe de 45 ans, Peter Walker. Peter est ce que l'on appelle un dominé, un esclave, un partenaire soumis qui approche Colin et l'emmène à son appartement de Battersea. Là, Peter Walker laisse Colin le bâillonner avec des préservatifs et l'attacher au lit à baldaquin avec une corde en pensant que c'est le jeu des préliminaires. Mais cela va devenir rapidement violent. Colin est effectivement venu avec son kit de meurtre, qui contient une corde, un couteau, une paire de gants et des vêtements de change. Une fois Peter attaché et incapable de se défendre, Colin Hyland utilise alors une laisse de chien, une ceinture et ses poings pour administrer à sa victime des coups violents avant de lui placer un sac en plastique sur la tête et de le tuer par suffocation. Il n'en reste pas là, il lui brûle les poils pubiens pour voir à quoi cela ressemble. Une fois son forfait effectué, Colin nettoie l'appartement complètement pour enlever ses traces. C'est en fouillant les affaires de sa victime qu'il découvre que Peter est séropositif. Cette découverte l'énerve tellement qu'il lui fourre un préservatif dans la gorge et un autre dans la narine. Il place également 2 ours en peluche dans la position évoquant un 69 sur le lit près du corps et reste dans l'appartement jusqu'au petit matin afin d'éviter les voisins. Il rentre ensuite chez lui à Southend en prenant les transports en commun et jette ses vêtements, gants, chaussures par la fenêtre du train. Colin, qui avait enfermé les chiens de sa victime dans une pièce, fait savoir par un appel anonyme au journal The Sun où les trouver afin de les libérer et que l'on découvre aussi surtout sa victime. La police pense alors, au vu des indices qu'elle récolte, qu'il s'agit là d'un jeu SM entre 2 adultes qui a mal tourné et se tourne vers la communauté gay pour enquêter. Mais là, elle trouve porte close, personne ne parle, c'est l'omerta, car la police a mauvaise réputation dans la communauté SM. Il faut dire qu'une loi nouvellement adoptée vient de rendre illégal le sadomasochisme entre adultes consentants. Après une pause de 2 mois, Colin Hyland ressent le besoin de tuer à nouveau et retourne au pub Colohan le 28 mai 1993 pour rechercher sa deuxième victime. L'homme sera un bibliothécaire de 37 ans nommé Christopher Dunn qui fera savoir à Colin qu'il aime être dominé. Il l'invite à son appartement à Wellstone et après avoir regardé une vidéo SM ensemble, Colin propose à Christophe de se préparer et retrouve quelques minutes plus tard Dunn, nu, à l'exception d'une ceinture cloutée et d'un harnais. Le modus operandi est le même à peu de choses près que celui du précédent meurtre. Colin Hyland oblige Dunn à s'allonger ventre sur le lit et lui lie les pieds et les mains, le bat, le torture, tenant une flamme à proximité des testicules de Dunn avant de l'étouffer à mort en lui fourrant des morceaux de tissu dans la bouche. Cette fois, Colin décide de se rembourser de la corde et autre chose, boisson notamment, engagée pour perpétrer son meurtre. Il est en effet au chômage et force Christopher Dunn, avant de le tuer, à lui livrer le code de sa carte bancaire. Comme pour la première fois, après avoir nettoyé, il reste plusieurs heures dans l'appartement. Le long du chemin de son retour vers chez lui, il va se débarrasser des gants et des chaussures qu'il a portées et se rend à la banque de Dunn pour y retirer 200 livres. 2 jours après le meurtre, un ami de Christopher le découvre. Nous sommes le 30 mai 1993. Une fois de plus, la police va penser qu'il s'agit là d'un jeu sexuel entre adultes qui a mal tourné et ne lie pas les 2 meurtres entre eux. 6 jours plus tard, Colin retourne au Colohan pour y trouver sa 3e victime. Nous sommes le 4 juin 1993. Son choix se porte sur Perry Bradley, 3e du nom, âgé de 35 ans, homme d'affaires du Texas, fils d'un militaire américain, membre du Congrès. Colin accompagne Bradley à son appartement de Kensington et lui suggère rapidement des préliminaires. Mais Bradley est réticent car le SM ce n'est pas trop son truc. Il finit quand même par céder quand Colin lui fait comprendre qu'il en a besoin pour s'exciter. Il attache donc Perry face contre terre sur le lit et lui place un nœud coulant autour du cou. La main sur la corde, il exige que sa victime lui donne le code de ses cartes bleues. Perry lui propose de l'accompagner à la banque pour lui donner l'argent et surtout rester en vie. Mais Colin refuse et le menace cette fois avec un briquet. L'homme cède et Colin le tue en l'étranglant, puis place sur son cadavre une poupée. Après avoir effectué le nettoyage habituel, il quitte l'appartement le lendemain avec 100 livres en poche qu'il a trouvé chez sa victime et se rend ensuite à la banque pour y retirer 200 autres livres. Une fois de plus, la police n'établit aucun lien entre les différents meurtres, ce qui commence à énerver Colin qui recherche un peu de publicité et la reconnaissance en tant que tueur en série. Alors pour cela, il se décide à tuer à nouveau. Ce sera le 7 juin 1993. Il retourne au bar et rencontre Andrew Collier, 33 ans. L'homme travaille comme gardien dans un quartier sécurisé. Les 2 hommes se rendent chez Collier dans son appartement à Dalston.
Andrew se laisse attacher, menotté, et une fois de plus, Colin exige de lui le code de sa carte bancaire. Sa victime refuse, alors il l'étrangle. En effaçant ses traces, Colin découvre qu'Andrew était lui aussi séropositif. La fureur s'empare alors de lui et décide de brûler des parties du corps de Collier et d'étrangler son chat. Il lui met un préservatif sur le sexe, un autre dans la bouche et un sur la queue de l'animal et positionne le chat de façon à ce que sa queue soit au niveau des lèvres d'Andrew. Colin s'empare ensuite du mug dans lequel il avait bu, vole 70 livres sterling et s'en va le lendemain à l'heure de pointe. Finalement, la police quand même finit par lier les meurtres de Peter Walker et d'Andrew Collier en raison des similitudes des scènes et notamment l'utilisation de préservatifs. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à un tueur en série. D'ailleurs, Colin Hyland les appelle le 12 juin 1993 pour leur dire qu'il a tué 4 hommes et qu'ils doivent l'empêcher de tuer à nouveau parce qu'il allait commettre un nouveau meurtre. Sa cinquième et dernière victime est d'ailleurs le chef maltais Emmanuel Spiteri, 41 ans, qui aime s'habiller de cuir. C'est dans la nuit du 12 juin 1993 qu'ils se rencontrent, toujours au Coleherne, et qu'ils se rendent ensuite chez la victime en train à Catford. À peine arrivé, Colin attache Spiteri à son lit, le menotte, lui met un nœud coulant autour du cou et lui demande son code de carte bancaire avant de l'étrangler. Il regarde ensuite la télévision jusqu'au petit matin et avant de partir, tente de mettre le feu à l'appartement en espérant que l'immeuble entier va s'enflammer. Mais le feu s'éteindra de lui-même dans la chambre de Spiteri. Le lendemain, Colin Hyland appelle la police et leur fait savoir qu'ils doivent chercher un corps dans le sud de Londres et leur donne l'adresse. Il leur dit également qu'il a lu beaucoup de livres sur les tueurs en série et que pour atteindre la classification de serial killer faite par le FBI, il doit avoir 5 victimes au compteur, ce qu'il a réalisé. Il peut donc maintenant s'arrêter. Le 15 juin 1993, la propriétaire de l'appartement de Spiteri découvre le corps de son locataire et appelle la police. La police décide de lui mettre le grappin dessus et organise une campagne médiatique avec conférence de presse à la clé où le détective surintendant Ken Jones signale que 5 hommes homosexuels ont été assassinés et que les meurtres sont liés entre eux. Le surintendant enjoint la communauté gay à être sur le qui-vive et à avertir leurs amis quand ils s'absentent ou partent avec un étranger. Ken John fait également savoir que le meurtrier aurait peut-être le sida et que le motif possible de ces meurtres serait la vengeance. Le 19 juin 1993, la police distribue des dépliants lors du festival de la Gay Pride de Londres auquel vont assister 50 000 personnes. Le 24 juin 1993, la police publie une description d'un homme vu avec Emmanuel Spiteri dans le train, amenant de Charing Cross à Evergreen la nuit du meurtre. La description parle d'un homme blanc, âgé de 30 à 40 ans, qui mesure plus d'1,80 m, rasé de près, cheveux bruns foncés, courts, dorsal et colorés. Une semaine plus tard, le 2 juillet 1993, la police rend publique une photo prise par une caméra de surveillance montrant le visage de l'homme qui accompagnait Spiteri à la gare et enjoint cet homme à se présenter à la police pour un interrogatoire. Le lendemain de la diffusion, la police reçoit plus de 40 appels, dont certains font savoir qu'ils ont rencontré l'homme en question au bar Coleherne. Le 19 juillet 1993, Colin Hyland décide d'aller voir son avocat à Southern-on-Sea et lui avoue qu'il était avec Spiteri le soir de sa disparition. Il confirme que c'est bien lui sur la photo diffusée dans la presse, mais qu'il n'a pas tué Spiteri et que celui-ci se trouvait avec un autre homme dans son appartement. Ces informations rassemblées par la police et les empreintes digitales retrouvées chez Andrew Collier vont permettre de retrouver Hyland, de l'arrêter et de l'inculper le 21 juillet 1993. 2 jours plus tard, Colin Hyland est inculpé du meurtre d'Emmanuel Spiteri et envoyé en prison malgré le fait que lui continue à plaider son innocence. Colin Hyland avoue enfin le 19 août le meurtre des 5 hommes. Ne montrant aucune émotion, il donne à la police le récit détaillé de ces meurtres. Le 20 août, il est accusé au tribunal d'Old Bailey à Londres du meurtre de Walker, de Dunn, de Bradley, de Collier et de Spiteri. Il est condamné à la réclusion à perpétuité pour chacun des assassinats. Dans ses aveux, Colin fait savoir qu'il n'était à aucun moment en proie à l'influence de drogue ou d'alcool au moment des meurtres, qu'il n'est pas gay ni bisexuel, qu'il ne s'est jamais déshabillé ni n'a eu aucune activité sexuelle avec ses victimes et qu'il n'a jamais ressenti aucun frisson sexuel en commettant ses meurtres, qu'il avait choisi ses victimes parmi les gays parce que c'était des cibles faciles. Selon lui, c'est la déviance masculine extrême qui a déclenché sa colère dans sa jeunesse et qui a exacerbé ses envies de meurtre à l'encontre des gays SM. Colin Hyland se voyait comme un expurgeur qui exterminait la vermine et aspirait à être reconnu comme tel. Le juge qui l'a condamné a déclaré « Prendre une vie humaine est un scandale, en prendre 5 est un carnage. À mon avis, il est absolument clair que vous ne devriez jamais être libéré. » Colin Hyland, enfermé à vie, va continuer cependant de tuer, cette fois en s'en prenant un codétenu de la prison de Wakefield dans le Yorkshire. Selon certaines sources, il aurait en effet étranglé son compagnon de cellule, un tueur d'enfants, mais aucune accusation n'a été portée contre lui.
2 semaines après ce meurtre, il a été transféré dans une prison à sécurité maximale à la prison de Whitmore dans le Cambridgeshire, où il restera seul dans sa cellule. Il est finalement décédé en février 2012 à l'âge de 57 ans et sa mort a été attribuée à une fibrose pulmonaire. Robert Hesley, le profiler du FBI, que l'on a pu voir dans Mindhunter, aida les policiers à dresser un profil du tueur. Les psychologues pensaient que le placement stratégique d'objets liés à l'enfance comme les ours en peluche, la poupée et le chat sur le corps de ses victimes symbolisait pour Colin Hyland l'horreur face à la perte de son innocence. Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne, de faire connaître celle-ci en partageant sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait de tueur en série sur le site www.psycho-criminologie.com.